Erev Tov, chers amis. Erev Tov, ce soir, Be'ezrat Hashem, nous allons débuter notre troisième et dernière session sur les halachot de Pessah, à quelques jours de la fête et après avoir abordé ensemble dans la première étape, la première session, les lois qui concernaient le Pessah au lendemain d'un Shabbat. Après avoir abordé également dans notre seconde session toutes les lois relatives aux produits ménagers, cosmétiques, produits alimentaires en tout genre, avec ou sans Hashgacha. Ce soir, Bezrat Hashem, je vous propose d'aborder ensemble, pour cette troisième étape, la soirée du Seder, avec son déroulé, différents commentaires, les quantités à consommer, à ne pas dépasser en termes de temps ou en termes de poids, pour certains peut-être en termes de volume, comment la halakha aujourd'hui définit ces quantités-là. Tout cela, Bezrat Hashem, on va en parler ce soir, Beshara Tova ou Mutzlahat. Pour commencer, on introduit la soirée du Seder comme une soirée organisée autour de différentes thématiques qui se décomptent à 15 étapes. Vous avez 15 étapes dans le Seder, depuis la première étape qui est l'étape du Kadesh jusqu'à la dernière qui est l'étape du Nirtza. Pas à pas, nous allons avancer avec les différentes notions halachiques, différentes notions midrashiques, agadiques, pour Ezrat Hashem se préparer à passer un Seder de Pessah 5781 dans des conditions différentes des années précédentes, puisque l'idée c'est toujours de célébrer la fête avec une touche supplémentaire, avec un commentaire différent de celui de l'année passée, mais aussi avec un état d'esprit différent. On espère qu'à travers ce limoud, à travers cette étude, on puisse atteindre nos objectifs. Commençons par le premier point, première étape du Seder, l'étape du Kadesh. Dans l'étape du Kadesh, nous allons commencer à réaliser nos mitzvot de la soirée du Seder. Vous savez que le soir du Seder, nous avons 2 mitzvot d'ordre toranique et 2 mitzvot d'ordre rabbinique. Lesquelles d'entre elles sont midéoraita, lesquelles sont uniquement midérabanan. Celles qui sont midéoraita, ce sont la première, la consommation de la matzah, la deuxième, le devoir de raconter la sortie d'Égypte, et celles qui sont uniquement d'ordre rabbinique, ce sont la première, la consommation des 4 coupes de vin, et la seconde, ce sont les consommations de maror et également korer, mais maror particulièrement, qui est uniquement midera banane. Kadesh, première étape, c'est l'étape du kidouche. À partir de la tombée de la nuit, on devra s'attabler, pas avant, pour commencer notre soirée du Seder avec notre première coupe de vin. La règle que j'évoque ici pour la première coupe est valable pour la deuxième, pour la troisième et pour la quatrième. On devra se munir d'un verre qui contient au minimum 8,6 centilitres et on le consommera idéalement dans sa totalité, voire sa majorité si on n'est pas en mesure de le terminer. Voilà pourquoi la halakha préconise d'avoir un verre qui ne soit pas de très très grande taille, puisqu'il est bon de consommer la majorité de son verre au-delà des 8,6 centilitres. Et donc, si vous avez un verre qui contient 20 centilitres, vous serez amené à consommer plus de 10 centilitres. Bezrat Hashem, on aura un temps de parole à la fin du shiur pour les questions qui seront posées. Je vous invite, si besoin, à les garder pour la fin du shiur. Donc, le premier verre, autant que le deuxième, le troisième et le quatrième, on doit consommer 8,6 centilitres de vin rouge ou de jus de raisin rouge. Idéalement, on peut faire une combinaison de vin blanc en mettant du rouge, de vin rouge avec du jus de raisin, de vin blanc avec du jus de raisin rouge. Bref, l'idée, c'est d'avoir un aperçu, enfin un visuel rouge et d'avoir un jus de raisin ou un vin qui dépasse la quantité de 8,6 centilitres. Je bois tout le verre ou la majorité du verre, mais au minimum 8,6 centilitres si je suis en forme. Une personne qui est en difficulté, qui ne peut pas consommer 8,6 centilitres, ça correspond à quoi le 8,6? À un demi-verre en plastique environ. Quelqu'un qui n'est pas en mesure de consommer autant de vin ou autant de jus de raisin pourra se contenter de consommer la majorité de 8,6. La majorité de 8,6 pourrait être aux alentours de 4,5 centilitres. On est donc dans une belle majorité de 8,6 centilitres.
L'étape du Kadesh, c'est l'étape dans laquelle nous allons sanctifier et faire entrer la fête. Alors, elle est déjà entrée par l'allumage des bougies si on a allumé à l'heure du calendrier, mais à travers notre kiddush, nous allons réaliser cette mitzvah de sanctifier le Yom Tov sur un verre de vin ou sur un verre de jus de raisin. On dira, le Shehianu, on pensera à quitter l'ensemble des mitzvot, le premier soir comme le deuxième soir en dehors d'Eretz Israël. Cette bracha devra être dite dans le kiddush. Les arba kosot, les 4 coupes de vin, on doit les boire obligatoirement en étant accoudés. Accoudés, on veille à s'accouder donc légèrement côté gauche. Alors on dit bien légèrement, il n'est pas question de s'allonger. On peut le faire, mais il faut être à l'aise, hein, il faut ressentir une certaine liberté, certes, mais il ne faut pas non plus être esclave de sa position et renverser la moitié du verre juste pour essayer d'imiter ce que certains faisaient à l'époque, parce qu'ils vivaient dans des conditions différentes. Peut-être qu'ils avaient plus l'habitude déjà de manger sur des fauteuils, chose qui est un peu moins courant aujourd'hui. Donc, on se contente de se courber légèrement vers la gauche et on consommera notre quantité de vin ou de jus de raisin. Ce devoir concerne les hommes comme les femmes. Pour les enfants qui ont atteint la majorité religieuse, à savoir 12 ans et un jour pour une fille, 13 ans et un jour pour un garçon, le devoir sera le même. Pour un enfant qui n'a pas atteint la majorité religieuse, ce sera uniquement un devoir d'initiation que les parents auront de lui servir une petite quantité de vin, non, mais de jus de raisin dans chacune des 4 coupes de la soirée. Pourquoi les 4 kosot ont été institués? Habituellement, lorsque vous vous posez la question, la réponse que vous entendez, c'est la correspondance qui est faite entre les 4 coupes et les 4 termes de la délivrance évoqués dans la paracha qui raconte l'histoire de Mitzrayim et de la libération, comment Akadosh Baruch Hu a libéré le Ham Israël d'Égypte. Le cinquième terme de délivrance est réservé à la délivrance finale lorsque le Mashiach viendra. Ce premier commentaire est un commentaire qui est très populaire, effectivement. Il correspond parfaitement à l'état d'esprit du CEDER, puisqu'on doit ressentir une certaine liberté ce soir-là. Je vous propose un commentaire rapporté par Rashi dans le traité de Psachim 108, disant que lorsque le maître panetier et le maître échanson se sont confiés à Yosef, lorsqu'ils ont rêvé dans la prison, Yosef leur a donc traduit les rêves. Il y en a un des deux qui a récupéré son poste et le second a été pendu. Dans le rêve de celui qui a retrouvé sa place, le terme de kos paro, le verre de paro, a été mentionné à 3 reprises. Le fait que cet homme ait voulu tant servir à nouveau le roi a permis à Yosef de traduire son rêve comme un rêve de retour, comme le rêve qui était annonciateur d'une libération prochaine, chose qui s'est réellement passée, puisque cet homme-là va récupérer son poste et va retrouver sa fonction première. 3 fois le terme kos paro, verre de paro, a été mentionné. Ça correspond aux 3 vers de la soirée du Seder. Et le 4e, c'est quoi? Et le 4e, c'est le kos du Kiddush, de Birkat Amazon, pardon, c'est le kos que l'on va servir au moment du Zimoun et non pas du Kiddush, je rectifie. Ça fait donc 4 vers pour le soir du Seder selon ce second commentaire. Il a voulu retrouver sa place, il a voulu tant servir son maître, son roi, comme il l'a été avant d'aller en prison, et il a, à travers cette interprétation, retrouvé finalement sa place. C'est ce que nous aussi, nous espérons le soir du Seder, en consommant ces 4 verres de vin, les 3 plus le verre du Zimoun, selon ce commentaire-là, retrouver notre place auprès d'Akadosh Baruch Hu et espérer avoir à travers cela une libération, une rédemption prochaine, Be'ezrat Hashem. Dans le Kiddush, cette année particulièrement, nous avons un devoir de rajouter la mention de la Havdalah. Il est vrai que l'on passe d'une Kedusha forte à une Kedusha moindre, le Shabbat étant plus élevé en termes de sainteté que le Yom Tov. On devra néanmoins ajouter une mention de Havdalah dans la phase du Kiddush que vous trouverez dans tous les Marzurim aujourd'hui sans aucun problème. Une fois que le Kiddush est passé, une fois que l'on a commencé la soirée du Seder, on entre dans le vif du sujet,
on va devoir se laver les mains sans bracha. Mais pourquoi? Vous savez que lorsque l'on consomme un aliment qui est mouillé par l'un des 7 liquides, qui se présente sous l'acronyme de Yad Shachat Dam, Yad Shachat Dam, donc ça fait référence, pour vous donner les grandes lignes, aux liquides qui sont le vin, le miel, l'huile, le lait, la rosée, le sang. C'est un cas qui est particulier, le sang de poisson par exemple, qui n'est pas interdit à la consommation. Et enfin, l'eau. C'est cette liquide-là, lorsqu'un aliment a été trempé dedans, si on veut le consommer nous-mêmes à main nue ou s'il est habituellement consommé à main nue, on doit se laver les mains avant. Pourquoi? Puisque l'eau qui se trouve dessus est un vecteur d'impureté, ça transmet l'impureté des mains vers l'aliment que l'on consommera. On se lave donc les mains sans bracha. Un kéli, un verre, on verse un bon révite de chaque côté et puis on s'attable pour consommer. Ce que l'on va consommer ensuite, juste après, c'est le karpas. C'est assez étonnant de remarquer que notre soirée du Seder commence par le Kadesh et se poursuit par le Uhatz. On aurait pensé tout naturellement d'abord se purifier, dans la symbolique, hein, je parle. D'abord, c'est ce Uhatz, se laver, se purifier. Et une fois qu'on est pur, alors on peut monter en niveau et Kadesh, on se sanctifie. Pourquoi ça a été cité dans cet ordre? Le Avnei Nezer explique que l'ordre du Seder a été établi en rappel de la sortie d'Égypte, bien entendu, mais surtout en rappel à l'état du peuple d'Israël au moment où il a été libéré d'Égypte. Le Ham Israël n'était pas préparé à cette libération-là. Il s'était carrément enfoncé dans 49 degrés de Touma, d'impureté. Akadosh Baruch Hu les a presque sanctifiés, il les a projetés vers un niveau supérieur en les libérant d'Égypte. Ce n'est qu'après que, au Hatz, qu'ils ont été purifiés lorsqu'ils ont traversé le désert, mais lorsqu'ils ont traversé la mer, qu'ils ont reçu la Torah par la suite. Nous aussi, nous allons réaliser dans cet ordre-là le Kadesh et le Hatz, monter de niveau, accéder à la sainteté la plus haute avant même d'avoir eu la possibilité de nous purifier. Le Karpas, la troisième étape du Seder, c'est la consommation de Karpas, qui est un bout de céleri habituellement que l'on va tremper dans de l'eau salée. Ça rappelle l'amertume, certes, on la consomme donc sans être accoudé, bien entendu, puisque c'est de l'amertume, on n'est pas dans un sentiment de liberté. Mais pourquoi le Karpas? Pourquoi consommer un morceau de céleri? Est-ce que ça correspond à la mitzvah du Maror? Et si oui, pourquoi à 2 reprises? Le Karpas, c'est ce qui permet d'éveiller les enfants pour la première explication. Les enfants se posent la question du pourquoi on mange du céleri ou une salade trempée dans du sel avant d'avoir mangé le repas. Or, vous le savez, la question que les enfants vont poser à leurs parents permettra aux parents de réaliser une mitzvah de la Torah en leur répondant, en leur racontant la sortie d'Égypte. Je l'ai dit dans l'introduction, le devoir de raconter la sortie d'Égypte est un devoir d'ordre toranique. Donc, lorsque les enfants vont poser les questions, les parents pourront accéder à cette mitzvah-là. Il est donc important de créer des occasions, d'éveiller la curiosité des enfants pour que les parents puissent répondre et réaliser une mitzvah. C'est la première explication à la mitzvah du Karpas. Pour la seconde, je vous propose quelque chose de moins célèbre, moins connu. Lorsque le Ham Israël a été libéré d'Égypte, vous le savez, il y avait Shishim Ribou. Comme ça, la Torah décrit à quelques chiffres près. On est dans les 603 550, mais on parle de Shishim Ribou. C'est quoi Ribou dans la Torah? Ribou, c'est 10 000. Il y avait 70 000, pas 70 Shivaim, 70 000, c'est-à-dire 60 fois 10 000. Comme ça, la Torah, elle présente le décompte du peuple d'Israël, surtout quand il s'agit de raconter le nombre de personnes qui marchaient avec le Mishkan. C'est de là qu'on apprend que l'une des caractéristiques d'un domaine public, c'est lorsqu'il est fréquenté par 600 000 personnes chaque jour. 600 000, Shishim Ribo. Le Karpas, selon cette seconde explication que donne le Magen Avraham au nom du Maharil, fait référence à Samer Parer. Samer, c'est 60. C'est comment la Torah définit les 600 000.
60 fois 10 000. La Torah, elle parle toujours de ce 60-là. Et parer, c'est quoi? C'est l'esclavage, c'est la difficulté. Le karpas rappelle la servitude, rappelle l'esclavage de ces 60 fois 10 000, c'est samer. Et parer, c'est l'esclavage. Le samer et le parer, en les recomposant, vous obtenez le résultat de karpas. Voici cette seconde explication pour la mitzvah du karpas, qui est notre troisième étape du Seder. On passe à Yachatz. C'est un moment qui est relativement amusant puisqu'on essaye de prendre la matzah du milieu. Nous avons 3 matzot dans le plat du Seder, entières, réservées aux différentes mitzvot de la soirée. Le chef de famille retirera donc la matzah du centre et la coupera en 2. Il y a une partie qu'il va laisser entre ces 2 matzot et la partie la plus grande qu'il va garder pour la afikoman plus tard. Les traditions sont nombreuses concernant la afikoman. Certains la cachaient carrément, demandaient aux enfants de la rechercher, et il fallait ensuite offrir aux enfants un cadeau pour les motiver à réaliser cette mitzvah dans de bonnes conditions. Comment découper la matzah du centre et est-ce qu'on doit y veiller à avoir une forme particulière? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette matzah-là? La grande partie de cette matzah-là, que l'on va réserver pour la afikoman, nous allons essayer de la découper en forme de dalet. Je ne vous cache pas que ce n'est pas évident. J'ai ici une matzah de petit format. Je vous en parlerai après pour la quantité de la matzah. Mais si vous prenez une matzah, alors elle est de petit format, parce que vous voyez, regardez, j'ai la main dessus, donc c'est vraiment un petit format. Quand vous prenez cette matzah, vous essayez de couper en forme de dalet, vous faites comme ça. Alors vous allez soit la couper en 2, soit la couper, mais d'avoir une découpe et à ce niveau-là et à ce niveau-là, c'est relativement compliqué, mais peut-être que vous arrivez à le faire. Bon, très bien. Je prends la matzah du centre, je la coupe en 2. Idéalement, j'essaye d'avoir un dalet pour la grande partie et automatiquement, ce qui me reste formera un vav si vraiment j'ai réussi à faire un très beau dessin. Mais pourquoi un dalet et pourquoi un vav? Le Sevat Emet, il explique que la afikoman porte le nom de Tsafoun dans la Haggadah. Tsafoun, il n'y a jamais marqué afikoman dans les titres de ces étapes du Seder. C'est marqué Tsafoun. Tsafoun, c'est quelque chose de caché. La afikoman fait référence à la délivrance, fait référence à cet élément qui est encore caché des yeux de l'homme. C'est pour cela qu'on l'a nommé la afikoman, Tsafoun. Bon, on la forme en dalet. Pourquoi? J'y viens juste après. La petite partie de la matzah formera le vav, et c'est celle que le chef de famille va réserver plus tard pour faire sa mitzvah de motzi matzah. On a un vav et un dalet. En araméen, nous dit le maître, le dalet et le vav se lisent dou. Alors c'est quoi dou? Dou, ça veut dire deux. C'est une citation talmudique célèbre disant que Tav lemitav tendu, milimitav armelu. Il est préférable pour une personne d'être à 2, donc accompagnée, plutôt que d'être seule. Bon, en français, on dit l'inverse, on dit mieux vaut être seul que mal accompagné. Il faut croire que lorsqu'il s'agit de questions de couple, et surtout dans les conditions que la Gemara évoque, il était préférable en tout cas, et il l'est toujours aussi, le monde ne suit peut-être pas sa tendance, toujours conseillé d'être accompagné. D'où ça veut dire shtaim. En araméen, ça veut dire 2. On unifie d'une certaine manière la présence qui est dévoilée, celle de la matzah que je vais consommer en tant que chef de famille, avec ce morceau de matzah que je vais cacher, en rappel à la délivrance qui est encore cachée de nos yeux, qui est entre les mains d'Akadosh Borou. On essaiera donc d'unifier ces deux éléments en réalisant finalement à travers la même matzah 2 mitzvot, afikoman, motzi matzah et afikoman, et en pensant que le dalet, c'est ce qui est caché dans les mains d'Akadosh Borou, c'est la Géoula, la délivrance, et le vav, c'est nous, notre petite présence, avec le petit bout de matzah que l'on va consommer en tant que chef de famille. On s'unit avec Akadosh Borou pour cette mitzvah de Yahatz. Pourquoi couper la matzah du centre? Il y a 3 matzot entières. La matzah du centre, on la coupe. Mais pourquoi? Le Khatam Sofer, il explique que la découpe de cette matzah-là peut rappeler aussi la mort des premiers-nés qui était intervenue entre 2 matzot
évoquées dans les psukim de la Torah. La matzah qu'ils vont consommer avec le Korban Pessah, le peuple d'Israël, et celle qui n'a pas eu le temps de monter, qu'ils vont prendre avec eux en sortant d'Égypte. Au cœur de cela se trouve la Makat Bechorot, la mort des premiers-nés. On rappelle, nous aussi, en cassant cette matzah du centre, qu'il y a eu un élément au cœur de nos matzot entières, au cœur de nos matzot dans la Torah, un élément de déchirure, un élément de cassure, mais finalement qui a permis au peuple d'Israël d'être protégés eux-mêmes et d'être libérés par la suite, puisque Paro était premier-né, il a eu très peur. D'ailleurs, grâce à cette Makala, qui a été le coup de grâce, après qu'Akadosh Baruch Hu avait éduqué le peuple d'Israël, comme le dit le Rav Hirsch brillamment, dans les 9 plaies précédentes, la Makat Bechorot, c'était le coup de grâce. C'est comme cela que le peuple d'Israël a été libéré par la suite. Quatrième étape se termine, on passe à la cinquième. La cinquième, c'est l'étape du Maggid, c'est l'étape la plus longue de la Haggadah, c'est la mitzvah des Horaïta, la première, puisque nous n'avons pas encore consommé de matzah. On réalise d'abord, et avant de consommer de la matzah, le devoir de raconter la sortie d'Égypte. Maggid. On raconte la sortie d'Égypte dans un langage qui nous est familier. On lit dans la Haggadah, mais on peut traduire en français, on peut traduire en anglais, traduire en différentes langues qui nous sont familières. Le principe est de comprendre et d'approfondir, d'expliquer, de transmettre à nos enfants. Donc, la formalité du texte, elle est importante, mais il faut penser à ceux qui ne saisissent pas le sens, ceux qui ne saisissent pas la traduction, d'où l'habitude de se procurer d'une Haggadah traduite en français ou dans d'autres langues, si vous le préférez. La mitzvah d'Eoraita, la première du CDR, on l'engage ici dans l'étape du Maggid, qui est notre cinquième étape. Vous avez dans ce Maggid-là énormément d'étapes qui y sont évoquées. J'aimerais tant vous raconter des midrashim et des commentaires sur la multitude de passages qui composent notre Haggadah. J'ai sélectionné, par manque de temps, surtout puisqu'on ne peut pas passer quelques heures ensemble, et je suis sûr que ça vous permettra, chacun et chacune, de votre côté, d'approfondir pour retrouver des commentaires sur les autres passages que je n'aurais pas évoqués. Donc, j'ai fait une petite sélection des passages les plus populaires, ceux que l'on connaît plus souvent que d'autres, ceux que nos enfants connaissent même par cœur à travers les chansons, pour les découvrir sous un autre angle, d'un autre œil, avec peut-être des commentaires différents ou pas, parce que je ne sais pas quels sont les commentaires que vous aurez déjà abordés dans le passé les concernant. Le premier passage que j'ai sélectionné, c'est le passage du Manishtana. Manishtana, cette phrase, cette chanson plutôt extraordinaire, qui est sans doute l'une des plus populaires de notre Haggadah, qui est tirée donc de la 4e Mishnah du 10e chapitre du traité de Psachim. Manishtana, on raconte ô combien cette soirée du Seder est différente des autres soirées, combien ce soir-là, on a des habitudes qui sont très particulières. Parmi les phrases qui y sont citées, alors on parle de la matzah, que l'on consomme et non pas du chametz, on parle aussi de cette obligation de tremper à 2 reprises une salade, alors que dans les autres soirs de l'année, on le fait peut-être ou pas, mais il n'y a pas de devoir, il n'y a pas d'obligation, on ne le fait pas. Ces 2 étapes dans lesquelles on trempe, ce sont la première, qui a déjà été évoquée, l'étape du Karpas, on trempe dans de l'eau salée, ça rappelle les larmes du peuple d'Israël. La seconde, ce sera l'étape du Maror. Vous le savez qu'on va y mettre également du Haroset un petit peu plus tard, puisque ça rappelle la boue avec laquelle le peuple d'Israël a dû travailler pour construire en Égypte les pyramides ou pas les pyramides. Vous savez, vous avez différentes lectures concernant ces constructions-là. Le peuple d'Israël a donc fait usage de cette matière-là. On se rappelle en consommant donc le Haroset de ce qu'ils ont vécu. On dit donc dans le Manishtana que ce soir-là, on va tremper à 2 reprises, chose que l'on ne fait pas dans le reste de l'année. Lorsque l'on trempe à ces 2 reprises, à titre de devoir bien sûr, puisque c'est une obligation, on va se rappeler de 2 éléments extrêmement marquants dans l'histoire du peuple d'Israël, où il y a eu aussi une étape de trempage, c'est-à-dire qu'un élément a été trempé dans un autre, et ces étapes-là ont marqué donc l'histoire du Ham Israël. On va s'en rappeler ce soir du Seder
en trempant nos aliments à 2 reprises. De quel épisode je parle? À quelle histoire je fais référence? La première histoire à laquelle je fais référence, c'est lorsque la tribu, les tribus d'Israël, plutôt, excepté Réhouven et Yehuda qui n'ont pas participé, ont trempé la tunique de leur frère Yosef dans le sang du bouc pour aller raconter à leur père que Yosef avait été déchiqueté et avait été dévoré par les bêtes sauvages. Ils vont donc tremper cette tunique. Cette tunique-là qui va entraîner presque par l'effet papillon, bon, ce n'est pas tout à fait papillon parce que ça a été presque la conséquence directe de leur acte, le peuple d'Israël est finalement descendu en Égypte. Yosef a été vendu, Yosef va devenir vice-roi, il va gérer les stocks de blé pendant les années de famine. Les frères vont venir chercher à manger Be'eretz Lolahem. On va le dire plus tard dans la Haggadah. Ils vont venir chercher à manger dans une terre qui n'est pas Lolahem, qui n'est pas à eux. Mais on le savait, ça, que la terre n'était pas à eux. Le maître de la Haggadah fait référence plutôt aux Égyptiens qui n'étaient pas sur leur terre. Parce que lorsque Yosef avait vendu le blé, il était arrivé le moment où les Égyptiens n'avaient plus de quoi payer. Ils ont dû donc vendre leur terrain à Yosef pour venir se nourrir. Ce qui veut dire que les Bnei Israël ont été asservis dans une terre qui n'appartenait même pas à leur oppresseur. C'est ce que dit le maître de la Haggadah, Eretz Lolahem, dans une terre qui n'appartenait même pas à leur oppresseur. Pour revenir donc à nos 2 étapes où on trempe quelque chose le soir du Seder, la première fait référence à la tunique de Yosef qui a été trempée dans le sang et qui a entraîné la descente du peuple d'Israël en Égypte. Et la seconde, vous savez, c'est cette petite herbe que le peuple d'Israël a dû tremper dans le sang du Corban Pessah. Une étape cruciale pour réaliser le Corban dans de bonnes conditions, chose qu'ils ont faite avant d'être libérés, c'est-à-dire c'était dans la phase de la libération. On va donc nous aussi tremper à 2 reprises dans le soir du Seder, une en rappel à ce qui a fait descendre le peuple d'Israël en Égypte, dans l'esclavage, et la seconde en rappel à ce qui leur a permis de sortir, ou du moins l'étape qu'ils ont dû passer avant de sortir d'Égypte. Pour le deuxième passage que j'ai sélectionné dans la Haggadah, dans l'étape du Magid, je vous propose de parler de Avadim Haïnou. Avadim Haïnou, les Paro, Bemitzraïm, nous étions esclaves en Égypte de Paro, puis on remercie Akadosh Baruch Hu qui nous a libérés. Peut-être qu'on aurait été libérés par la force des choses, mais on aurait été encore esclaves psychologiquement, moralement. Hachem a libéré le peuple d'Israël que nous sommes d'Égypte. On en est reconnaissant, on remercie Akadosh Baruch Hu. Je saisis l'occasion pour vous rappeler quelques dates. Les dates les plus marquantes dans l'esclavage que traverse le peuple d'Israël notamment. On parle dans un premier temps de la descente du peuple d'Israël en Égypte qui se passe dans l'année 2238, pardon. Le peuple d'Israël donc descend en Égypte et ils vont s'installer là-bas, 94 ans, passer ensuite 30 années d'esclavage et plus tard 86 années de Haïnou, c'est-à-dire d'oppression. Ils vont rester 210 ans en Égypte. Il n'y a pas eu d'esclavage et d'oppression pendant 210 ans. Ils vont être en Égypte pendant 210 ans. Mais l'esclavage purement, c'est 30 ans, et l'oppression, c'est-à-dire la force des choses, de rabaisser le peuple d'Israël de l'État qu'il occupait, ça a duré 86 ans, donc on a un total de 210 ans. Ils vont être libérés au bout de 210 ans. Ils vont sortir d'Égypte et marcher pendant quelques jours jusqu'à l'instant où ils vont traverser la mer, parce qu'Akadosh Baruch Hu va ouvrir la mer, et vous connaissez la suite, les Égyptiens vont les poursuivre. D'ailleurs, avant que les Égyptiens ne tombent dans les eaux, vous savez qu'il y avait quelques Égyptiens qui ont accompagné le peuple d'Israël pour être sûr qu'ils allaient revenir chez Paro dans les 3 jours. Ces Égyptiens-là ont été abattus dans le désert, avant que le Ham Israël n'arrive devant la mer. On est donc dans l'année 2448. 2448, c'est donc 210 années après
à être descendu en Égypte. C'est l'année où le peuple d'Israël sort. C'est l'année où le peuple d'Israël va traverser la mer une semaine après la libération. C'est l'année aussi où le peuple d'Israël va recevoir la Torah, puisque 50 jours après la sortie d'Égypte, Akadosh Baruch Hu donne la Torah au peuple d'Israël. Une fois que les commandements ont été donnés, Moshe Rabbeinu va monter pour apprendre la Torah et redescendre avec les tables de la loi. Malheureusement, l'histoire, la suite, vous la connaissez, il redescend, il voit le peuple d'Israël qui a fait le veau d'or, il remonte, demander le pardon à Kadosh Baruch Hu, et une troisième fois enfin, pour reconfectionner une nouvelle fois des tables de la loi qu'il avait brisées pour la première fois, et réétudier et apprendre la Torah une nouvelle fois avec Kadosh Baruch Hu, à Yom Kippour, dit Tishri, il redescend avec une nouvelle table de la loi et le pardon accordé par Hakadosh Baruch Hu. Baruch HaMakom, on bénit Akadosh Baruch Hu. Baruch HaMakom est aussi un passage célèbre dans la Haggadah, dans lequel on dit à 4 reprises le terme de Baruch. On remercie Akadosh Baruch Hu, mais on le bénit. C'est pas qu'on le bénit, c'est qu'on prend conscience qu'il est la source de bénédiction. À quoi fait référence ces 4 Baruch? Les 4 Baruch font référence aux 4 enfants qui sont racontés et cités juste après dans la Haggadah. 4 personnages complètement différents les uns des autres, de profils différents, de sagesse différente, en tout cas pour les uns qui en ont, pour les autres qui n'en ont pas. On remercie Akadosh Baruch Hu, mais surtout on exprime cette conscience qu'il est lui la source de bénédiction parce qu'il nous a donné une Torah qui permet de répondre aux questions diverses, mais aux questions de toute personne venant de tous bords, quel que soit son niveau intellectuel ou spirituel, que ce soit le chacham, le racha, le sage ou le mécréant, ou encore le tam, le simplet, et le shenoed alishol, c'est celui qui ne sait pas comment poser la question. On va donc dire Baruch Hamakom à 4 reprises le terme Baruch dans ce passage-là pour remercier Akadosh Baruch Hu pour cela. Mitrila, Ovdei Avodazara, au départ, le peuple d'Israël était des Ovdei Avodazara, des personnes qui vénéraient donc le culte idolâtre, et Akadosh Baruch Hu a fait mériter le peuple d'Israël d'être libéré d'Égypte grâce à Abraham Avinu, qui a su se distinguer aussi dans une population qui était complètement idolâtre. C'est assez surprenant d'en parler ici ce soir dans la Haggadah, puisque on raconte la sortie d'Égypte, l'esclavage et la libération. Pourquoi remonter plus haut dans l'histoire et parler d'Abraham Avinu, qui est notre patriarche, bien sûr, mais en quoi est-ce lié à la Haggadah, à l'histoire de la libération d'Égypte? Dessler, il explique qu'au moment où le peuple d'Israël se trouve devant la mer, au moment où Akadosh Baruch Hu a décidé de sauver les Bnei Israël et de noyer donc les Égyptiens, les Malachim ont demandé à Kadosh Baruch Hu pourquoi faire une telle différence. Les Malachim ont dit à Kadosh Baruch Hu la chose suivante: Halalou avdei avodazara, halalou avdei avodazara. Que ce soit les Égyptiens ou le peuple d'Israël, ils sont tous deux, malheureusement, en avdei avodazara, ils servent donc les idoles. Pourquoi épargner les uns et noyer les autres? Les Bnei Israël, on l'a dit tout à l'heure, se sont imprégnés du niveau d'impureté profond qui était en Égypte. Donc les Malachim vont demander cela à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, par le mérite d'Avraham Avinu, va décider de protéger le peuple d'Israël. Parce qu'Avraham Avinu a été le premier homme à avoir reconnu Kadosh Baruch Hu, mais surtout le premier qui a su se distinguer dans une population qui était complètement idolâtre. Et il a fait le choix de vivre à contre-courant. Par son mérite, le peuple d'Israël est sauvé et par son mérite, il est épargné des eaux et il peut traverser et revenir sans la rive. Les Égyptiens, quant à eux, vont être noyés. Voilà pourquoi, dit Rav Dessler, on rappelle le mérite d'Avraham Avinu dans la Haggadah, malgré le fait que son histoire est bien plus antérieure à celle de Yetziat Mitzrayim, qui est le sujet central de notre Haggadah. Vehi she'amda la'avotenu. Et c'est cette chose-là, celle-ci, hi, chez Hamda, qui a tenu la Avotenu pour nos ancêtres. Alors de quoi parle-t-on dans ce passage-là de Vie chez Hamda, avec de si belles chansons que l'on connaît tous? On parle de tous ces courants, ces mouvements qui veulent détruire le peuple d'Israël. Et Hakadosh Baruch Hu, Matzilinu Miyadam, Hakadosh Baruch Hu nous épargne de
leurs mains. Vehi she'amda. De quoi parle le maître de la Haggadah? Vehi she'amda. Il cible quelque chose de particulier. Il y a un très beau livre qui s'appelle le livre Baruch Ta'am qui explique la chose suivante. Lorsque le peuple d'Israël est en exil, le nom d'Akadosh Baruch Hu est amené à être profané. Pourquoi? Parce que toutes les nations du monde pourraient critiquer et dire leur Dieu n'est pas capable, leur Dieu n'est pas en mesure de. Regardez ce peuple qui est censé être le peuple élu, croyant en un seul Dieu, il se trouve en exil, il ne vit pas sur sa terre, non pas la maison de Dieu, pour ceux qui connaissent un petit peu le fond de l'histoire du peuple d'Israël. L'exil en soi est une forme de Chilul Hashem. Or, la Gemara le dit, à la fin du traité de Yoma, le Rambam l'écrit dans la Halacha, que le Chilul Hashem, la profanation du nom de l'Akadosh Baruch Hu est une faute qui est tellement grave que seule la mort de l'homme peut la faire pardonner. C'est quoi le Chilul Hashem? Ça peut être différentes situations qui profanent le nom d'Akadosh Baruch Hu. La Gemara cite notamment un homme de Torah qui ne respecte pas son devoir, dans son comportement, dans son état d'esprit, son savoir-être. Chilul Hashem, ce n'est pas uniquement, c'est pas envers les non-juifs, c'est particulièrement envers les juifs. Ça peut être également envers les personnes qui ne sont pas du peuple d'Israël. Le Chilul Hashem, c'est le fait d'être en exil et de laisser la place à la critique contre Akadosh Baruch Hu qui ne s'est pas en mesure de nous délivrer. C'est pourquoi le soir du Seder dit ce commentaire-là, Vehi she'amda. Qu'est-ce qui permet au peuple d'Israël de tenir malgré ce Chilul Hashem, malgré le fait que le nom d'Akadosh Baruch Hu est profané, a priori? C'est le fait qu'il existe encore des mouvements aujourd'hui qui veulent nous détruire. Et Akadosh Baruch Hu matilnu mi'adam, Akadosh Baruch Hu nous libère de leurs mains. Cela veut bien dire qu'Akadosh Baruch Hu est toujours en mesure de nous libérer. Ça répond donc à la critique que certains peuples pourraient exprimer envers Akadosh Baruch Hu. Ce Dieu n'est pas en mesure de, on a parlé de Chilul Hashem, eh bien non, regardez, il est en mesure, puisque jusqu'à aujourd'hui, il y a des peuples qui veulent anéantir le Ham Israël, et ils n'y arrivent pas. Et l'histoire nous a démontré ô combien des empires puissants les uns plus que les autres. Ça peut être l'Empire grec, les Romains, ça peut être malheureusement l'idéologie nazie, il y a quelques dizaines d'années, tellement de pouvoirs et tellement d'empires puissants, les uns plus que les autres, qui ont voulu anéantir le peuple d'Israël et qui n'existent plus aujourd'hui, qui n'ont plus en tout cas cette force de frappe. Matilenu mi'adam, lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous sauve de leurs mains, alors hi she'amda. C'est ce qui nous permet de vivre en exil, hélas, mais de vivre sans avoir un Chilul Hashem, sans avoir à profaner le nom d'Akadosh Baruch Hu. Parce que toutes les nations voient bel et bien qu'Hachem est toujours en mesure de nous protéger de la main de notre oppresseur. Elou et Sermakot, nous passons à l'étape des diplés. Vous savez, ces diplés que l'on cite avec différentes traditions selon les Tunisiens, les Marocains, les Algériens. Est-ce qu'on y verse que du vin dans le bac ou est-ce qu'on y verse pour l'homme du vin et sa femme de l'eau? Et puis, à chaque fois qu'il y a une plaie qui est dite, on verse un coup dans la bassine et l'assemblée répond Hachem Yatzilenu Kakadosh Baruch Hu nous en libère. Pour les minagim irakiens, il y avait même plus que cela. Ils prenaient ce mélange, je crois, ils mettaient du tabac et encore autre chose à l'intérieur et puis ils allaient le déposer devant la porte d'une personne qu'ils n'appréciaient pas spécialement. Qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Je ne sais pas ou je ne préfère pas savoir. Et donc, les minagim de ce mélange-là sont assez nombreux. Certains vont même verser à 16 reprises. Pourquoi 16 reprises? Alors, il y a les 10 plaies, d'accord? Un coup par plaie, donc ça fait 10. Et il y a également 3 coups, 3 moments où on verse lorsqu'on dit Dam Vaesh Timrod Lachan. Ce sont comment dire, les éléments qui se sont passés au moment des 10 plaies. On arrive donc à 13. Et enfin, encore 3 reprises lorsqu'on dit l'acronyme de Detzach Adash Be'achav. Detzach Adash Be'achav, ce sont les simanim, les signes acronymes que Rav Yehuda, dans la Haggadah, nous a demandé de dire le soir du Seder. Hayanoten Baim Simanim, il donnait des simanim. Donc, on verse, nous, à 16 reprises selon cette tradition-là, 10 pour les 10 plaies, Dam, Sfardé, etc.
encore 3 pour Dam Vaesh Timrod Ve'Hashan, et enfin encore 3 pour les 3 acronymes d'Etzar, Adash, Ve'achav, qui sont l'acronyme des 10 plaies. 16 fois où on verse. Ce n'est pas une obligation, encore une fois, c'est une tradition. Beaucoup se contentent de verser 10 fois de l'eau, du vin, et l'assemblée répond Hachem Yatzilnu, que Dieu nous en préserve. Mais pourquoi Rav Yehuda a donné ces simanim-là? Pourquoi ne pas avoir dit Dam, Tzfardea, Kinim, etc. Pourquoi avoir, on dirait que on fait une économie de temps, on essaye de gagner sur la durée du Seder, mais pourquoi avoir eu besoin de cela? Rav Yehuda a vécu à l'époque des Romains, où le peuple d'Israël vivait donc sous domination et il n'était pas libre de leur pratique pleinement. Raconter haut et fort les 10 plaies en souhaitant que ces oppresseurs soient frappés comme les Égyptiens par ces 10 plaies-là, c'était à cette époque-là un grand risque que le peuple d'Israël aurait pris en le disant. Voilà pourquoi Rav Yehuda certainement a décidé de formuler les 10 plaies sous forme d'acronyme pour ne pas que celles et ceux qui auraient pu l'écouter raconter les 10 plaies ne le sachent, pour pas que ces personnes-là, les Romains en l'occurrence, ne sachent qu'il était question de 10 plaies que le Ham Israël souhaitait qu'Akadosh Baruch Hu l'envoie à eux également. Kama Ma'alot Tovot, combien de belles choses Akadosh Baruch Hu nous a accordées, et oh, combien on est conscient de cette bonté-là. On aurait même pu se contenter carrément de l'une d'entre elles, puisque chaque phrase que l'on dit dans ces 15 étapes, on dit le mot Dayenu. Cette étape-là, Dayenu, ça nous aurait suffi. Dayenu. Mais pourquoi Dayenu? Plus on reçoit, mieux on se porte, non? Enfin, quelqu'un qui reçoit plein de cadeaux a priori est comblé davantage. Pourquoi Dayenu? Et dire à Dessler qu'une personne a du mal à recevoir un cadeau parce qu'elle ne sait pas comment elle pourra être reconnaissante à la hauteur du cadeau. Parfois, on ne sait pas comment dire merci, alors on préfère éviter de recevoir. On est gêné de recevoir. On ne sait pas si on doit donner en retour, on ne sait pas si le merci suffit, on ne sait pas finalement comment réagir. On ne sait pas, nous aussi, comment réagir face à toutes ces bontés que Kadosh Baruch Hu nous a données. Alors, on le dit ce soir-là, si Hachem qui nous avait donné même une seule chose, Dayenu, on aurait pu se contenter parce que maintenant qu'il nous a donné autant, on risque de malheureusement ne pas être à la hauteur de toutes ces phases de remerciement que l'on doit t'exprimer pour te remercier. Pessah, Matzah ou Maror. Pessah, Matzah ou Maror, on va le dire d'abord en présentant ces trois éléments qui sont présents dans le plateau du Seder. Le Pessah, c'est l'os que l'on ne va pas désigner ni soulever. Il ne faut pas laisser l'impression d'avoir un korban en dehors du Beth Amikdash. La Matzah, c'est notre fameuse Matzah. On va même la désigner, la soulever et dire Matzahzo. Et le Maror également. Le Chidei, il explique que ces trois éléments portent trois symboles différents très forts dans le chemin de la tchouva que doit emprunter un homme. La première symbolique, le premier symbole, c'est le Pessah. Le Pessah, c'est le korban que l'on devait approcher sans aucun hametz. Il fallait déjà détruire son hametz depuis la veille à midi, la veille de la fête. Le korban, alors aujourd'hui, Chachamim ont ajouté quelques heures de marge. C'est pour ça que c'est en fin de matinée, ce n'est pas dans l'après-midi que l'interdiction démarre. Le korban ne devait pas être approché avec le hametz. Un homme qui accède à la teshuva doit savoir qu'il ne peut pas être encore animé par la Havira. Il ne peut pas être à moitié dans le bien, à moitié dans le mal. On l'est tous finalement, mais lorsqu'on veut accéder à un chemin de repentir, il faut se détacher complètement de la Havira, complètement de ce hametz-là qui pourrait représenter l'orgueil et qui pourrait représenter les causes premières de la Havira. Ça, c'est pour le symbole du Pessah. La matzah, quant à elle, c'est toujours une question de temps. C'est du temps parce que lorsque l'on a dépassé les 18 minutes, c'est fichu, c'est plus de la matzah. La tchouva aussi, c'est une question de temps. On ne peut pas repousser à un autre moment. Il faut saisir l'occasion de suite et réaliser la tchouva. Le maror, c'est le regret de la Havera. Il y a eu du plaisir, certes, mais il y a un regret qui s'installe après la Havera, et c'est ce regret-là qui permet à l'homme aussi de venir vers la teshuva. Chaque génération doit prendre conscience. On conclut l'étape du Maguid avec cette phrase-là et avec le début du Hallel et une Beracha de Gaal Israël. Chaque personne doit prendre conscience qu'il aurait lui aussi été en Égypte et qu'il
pourrait s'y trouver encore aujourd'hui en Égypte. Et qu'Akadosh Baruch Hu l'a libéré physiquement. Ce n'est pas uniquement le peuple d'Israël d'autrefois, c'est nous tous, le soir du Seder, on en est conscient. On termine l'étape du Maguid et on consomme donc le deuxième verre dans les mêmes quantités que le premier, 8,6 centilitres, la majorité de notre verre, ou bien 4,5 centilitres pour celui qui ne peut pas respecter la quantité évoquée précédemment. On passe à l'étape, et là, on a fait quasiment la majorité du CDR, mais on va bientôt arriver à l'étape des quantités, du temps de consommation de matzah, maror et autres. Étape 6, rorza, on se lave les mains pour de bon. Là, cette fois-ci, comme on se lave pour manger du pain toute l'année, on va donc se laver les mains. Et alors, je vais parler de la consommation de la matzah et des quantités également les plus petites et les plus importantes. Ok. Rorza, on se lave les mains avec le minimum, c'est d'un révit, donc un bon keli, la bracha qui se déverse, comme on fait toute l'année, comme on a l'habitude d'essayer de déborder le keli, bien comme il faut, et on dit la bracha d'Anetilat Yadayim. On s'installe pour l'étape 7 et 8, c'est motzi matzah. Motzi, c'est l'étape du motzi, parce qu'on va s'engager dans une séouda, on fait motzi sur de la matzah comme sur du pain toute l'année. Et matzah, c'est le devoir de manger la matzah de la Torah. Qu'est-ce qui se passe dans la consommation de la matzah? Je vous propose d'abord de parler du motzi. Lorsque le balabait, le chef de famille, fait le motzi, il va donc dire deux brachot. La première, c'est la bracha de motzi lechem min haaretz, la bracha de l'aliment. Et la deuxième bracha, c'est la bracha de la mitzvah, à l'achilat matzah. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Lorsqu'il fait cette bracha, il a trois matzot dans les mains. Il a la matzah du haut, la matzah du milieu coupée, rappelez-vous, et celle du bas qui est entière. Il dit les deux brachot, et il laisse glisser sur le plateau celle du bas, et il lui reste dans les mains que la matzah coupée et la matzah entière. Et il doit, lui, chef de famille, consommer 2 fois le kazaït, une fois parce qu'il a fait motzi, et toute l'année, quand il fait motzi, pour acquitter le peuple qu'il a devant lui, il mange un kazaït. Donc ça, c'est une première quantité de kazaït. Et enfin, une deuxième quantité de kazaït, c'est celle qui correspond à la mitzvah de la matzah. Comprenez qu'il y a 2 mitzvot. Il y a le motzi, habituel, et la matzah, qui est mitzvah de la Torah. Les avis divergent sur la matzah à choisir pour la mitzvah. Est-ce que c'est celle du milieu cassé qui est pour la matzah et celle entière pour le motzi, ou l'inverse? Donc, ce chef de famille va prendre un bout de la matzah du haut, un bout de la matzah du milieu et manger ces 2 kazaït ensemble. Mais c'est quoi un kazaït? Ça correspond à quoi exactement? Les shiurim que je vous donne ce soir sont des shiurim très précis, en poids et non pas en volume. La plupart des décisionnaires séfarades ont fait correspondre je vous écoute juste après, la quantité donc à consommer en poids et non pas en volume. Ça donne quoi un kazaït? Le kazaït de matzah que l'on doit consommer, c'est un kazaït qui pèse 27 grammes. Le 27 grammes, c'est la matzah que j'ai entre les mains. C'est une matzah de petit format. Regardez, j'ai mis la main dessus tout à l'heure. Si vous avez les matzot de grand format, standard, dites-vous que la moyenne de ces matzot-là, je ne les ai pas toutes pesées, mais elles sont entre 80 et 90 grammes. Grosso modo, ça vous fait un tiers de matzah pour un kazaït. En combien de temps je consomme? Idéalement en 4 minutes. J'ai des difficultés, une personne âgée, malade, fragile, pour aller jusqu'à 7 minutes. 27 grammes, c'est la quantité du kazaït que je vais devoir respecter au moins pour le premier devoir de la soirée dans la consommation de matzah, qui est le seul devoir mideoraita dans la consommation. On va manger plein de matzah après, mais ce n'est pas minatora. Ce que je mange là maintenant en entrant dans le seder de motzi matzah, c'est une mitzvah de la Torah que je fais. Alors, le chef de famille, il va manger 2 fois 27 grammes, ça fait charger. Et les autres convives vont consommer 27 grammes, un seul kazaït. On prépare avant la fête, pas pendant Shabbat cette année, c'est Assur, c'est Achana. On peut préparer vendredi après-midi si on veut, ou le soir même si on le souhaite, approximativement, comme je vous ai dit, un tiers de matzah, 27 grammes, et on fait des sachets par personne. C'est l'étape du motzi matzah, je répète.
27 grammes un kazaït pour la mitzvah de la Torah, un seul par personne et 2 pour le chef de famille, en l'espace de 4 minutes idéalement par 27 grammes, ou jusqu'à 7 pour les avis indulgents dans des cas où la personne ne peut pas consommer en 4 minutes. Motzi matzah. Ne soyez pas étonnés de la quantité que je vous ai donnée, je vous en parlerai après également, d'une quantité inférieure à celle-ci pour les mitzvot qui vont arriver juste après et qui ne sont pas minatora. Motzi matzah, on a fait la mitzvah de la Torah, on a commencé à manger de la matzah. On passe juste après à l'étape 9, qui est l'étape du maror. Le maror, c'est une mitzvah qui était d'Oraita autrefois avec le Korban Pessah. Elle est aujourd'hui uniquement d'ordre rabbinique. On veille aussi à consommer 27 grammes. On veille aussi à consommer 27 grammes. Quand je dis bien on veille, c'est bien de manger la même quantité que la matzah en maror, de l'endive, la salade romaine, bien vérifiée, nettoyée, 27 grammes. Celui qui ne peut pas consommer autant peut être indulgent et aller jusqu'à 18 grammes, jusqu'à la quantité la plus inférieure, parce que c'est une loi qui est uniquement midera banane. Or, il y a des avis qui estiment que le poids du kazaït est moins important que le 27. Donc, pour la mitzvah d'era banane, on peut descendre jusqu'à 18 si besoin est. Le maror, on le consomme dans du charoset sans s'accouder et il faut bien le mâcher. Il n'est pas question d'avaler comme ça le maror. Il faut vraiment sortir l'amertume, il faut être conscient qu'à ce moment-là, on mange de l'amertume. Alors, il ne faut pas mettre trop de charoset, même si vous appréciez le charoset, on en met un petit peu, pas on fait une tartine de beurre et de confiture, non. Un petit peu de charoset, on mâche bien et on le mange sans être accouté. 27 grammes, idéalement, ou 18 si besoin est. Une fois que l'on a respecté, passé l'étape 9 du Seder, on passe à l'étape 10. L'étape 10, c'est korer, c'est le fameux sandwich. Comme ça, Hillel Azaken faisait. Ce devoir de sandwich est un devoir qui est aussi rabbinique. Comment respecter ce devoir? On respecte, idéalement, je dis bien aussi, avec 27 grammes de matzah, 27 grammes de maror. Enveloppez-les dans le sens que vous souhaitez, avec un peu de charoset. Pourquoi je dis idéalement 27 grammes? Parce que là aussi, c'est midera banane. Et une personne en difficulté, ou ça peut être quelqu'un qui ne peut pas manger autant, peut descendre jusqu'à 18 grammes et suivre les avis les plus indulgents, parce que c'est une mitzvah d'era banane. Je ne vous cache pas que quelqu'un qui est en bonne santé, et Baruch Hashem, remercions Akadosh Baruch Hu de l'être, peut faire l'effort de consommer aussi dans le korer 27 grammes matzah, 27 grammes maror, ensemble. Mais alors, je ne comprends pas. Pourquoi manger ensemble? On a déjà mangé avant matzah et maror. Et puis, si on devait gagner sur la consommation pour ne pas abuser, pourquoi ne pas mettre le sandwich dans la mitzvah du Seder? Et puis, c'est bon, on se contente du sandwich. On a fait et matzah et maror ensemble. Pas besoin de manger avant la matzah seule et le maror tout seul. Quelle est la réponse à cela? La réponse à cela, elle se trouve dans l'origine de la mitzvah. La matzah, on a dit aujourd'hui, c'est une mitzvah de la Torah. Le maror, c'est une mitzvah qui est des chachamim. Si on avait fait le choix de les consommer ensemble, uniquement, le goût du maror, qui est d'ordre rabbinique, aurait effacé légèrement le goût de la matzah, qui est d'ordre toraïque. Or, on ne veut pas qu'une mitzvah des chachamim soit plus forte en bouche qu'une mitzvah de la Torah, qu'elle nous empêche de savourer la matzah. Voilà pourquoi chachamim nous demande d'abord de manger la matzah seule, mitzvah de la Torah, bien, 27 grammes, tout le monde. Ensuite, le maror, 27 ou 18, seul. Et une fois qu'on a fait ces deux étapes indépendantes, alors on peut faire comme Hillel Azaken le faisait au Beth Amikdash, et on mélange les deux, on fait le fameux sandwich, en étant accoudé, bien entendu. Shulchan horaire, c'est l'étape du repas, la 11e étape, tout le monde s'y installe, on consomme, on peut boire du vin pendant le repas, de l'eau, toute autre boisson et repas pour la fête avec de la viande. Puisque c'est Yom Tov, il faut se réjouir et le devoir de consommer de la viande est un devoir qui est particulier au Yom Tov. Le Shulchan horaire se termine, on arrive à la fin de la 11e étape avec peut-être peu d'appétit, mais beaucoup de simcha et beaucoup de joie. Tsafoun, c'est l'étape de la afikoman. Nous sommes à la fin du Seder, nous sortons cette afikoman et nous la consommons. Combien consomme-t-on de kazaït? Idéalement, il est bon de consommer 2 fois 27 grammes. Pourquoi je dis idéalement? Parce que le Korban Pessah, que l'on rappelle avec la afikoman, était lui consommé avec la matzah.
Nous, quand on mange la ficomane, on se rappelle du Corban Pessah. Mais qu'est-ce qu'on peut manger pour se rappeler du Corban Pessah? Parce qu'à l'époque, il y avait et le Corban et la matzah. Là, on n'a que de la matzah. Voilà pourquoi le top niveau, c'est de manger 2 fois 27 grammes. L'exigence halachique, c'est d'en manger qu'un seul. L'exigence, manger un seul en étant accoudé et en respectant donc le délai de 4 à 7 minutes. Après la ficomane, je n'ai plus le droit de rien manger. Je peux boire de l'eau gazeuse, de l'eau plate, pas de boisson sucrée et pas d'aliments sucrés ou salés, peu importe. Il faut garder en bouche le goût de la matzah. On termine nos consommations de la soirée avec cette étape de tsafoun. On aura donc finalement consommé moti matzah 2 fois 27 grammes pour le chef de famille ou une fois pour les autres. Maror, une fois 27 grammes ou 18 de salade. Korer, 27 et 27 de matzah et de maror ou bien 2 fois 18. Et enfin, tsafoun, 27 fois 2 pour les plus mahmirim ou une seule fois 27 grammes pour la stricte halacha. Barer, on arrive à l'étape du Birkat Amazon, on prépare le verre, on fait Ya'alev dans le Birkat Amazon. Zimoun, avant de commencer, c'est le verre numéro 3 du Seder que l'on va consommer aussi, selon les mêmes règles que les deux précédents, 8,6 centilitres la majorité du verre, ou, pour ceux qui ne peuvent pas, uniquement 4,5. Hallel, c'est la suite du remerciement que l'on a déjà commencé avant de consommer le repas et la matzah. On le poursuit à la fin du Seder. Nous sommes à la 14e étape. On remercie Akadosh Baruch Hu qui nous a libérés d'Égypte, qui nous libère encore de la main de nos oppresseurs quotidiens, en espérant qu'il puisse nous libérer très très prochainement dans la rédemption finale, ce que l'on dit dans la 15e étape du Nirtza, les Shana Abba Birushalem, que l'année prochaine on soit tous réunis à Jérusalem, en concluant avec le Shir HaShirim, le cantique des cantiques, écrit par Shlomo HaMelech. Akadosh Baruch Hu nous aide à vivre pleinement cette soirée du Seder que l'on a essayé de commenter et d'approfondir ensemble ce soir. Je suis prêt à prendre quelques minutes à présent pour vous écouter si besoin et qui est-ce qui veut poser des questions. Je réactive les micros de suite. Allez-y, vous pouvez allumer. Oui. Quelques personnes ont levé la main tout à l'heure, n'hésitez pas. Bon. Eh bien, visiblement, tout se passe bien. Bref, j'ai une question. Oui. Alors, bonsoir, dites-moi. Je laisse parler le monsieur. Alors, qui est-ce qui a voulu poser une question? Bien. Allez-y, je vous en prie. Allez-y, madame, allez-y. Oui, Cohen. Alors, juste, vous avez, au tout début, quand vous étiez en train d'expliquer sur ma guide, vous avez passé un petit peu vite, j'ai pas bien compris. Vous avez parlé des 2 fois où on trempe et la deuxième explication par rapport à l'herbe que le peuple juif a trempée pour le Corban de Pessah, je n'ai pas bien capté à quoi vous faisiez référence. Est-ce que vous pouviez rappeler ça rapidement comme ça? Bien sûr, avec grand plaisir. Alors, la première, donc vous l'avez, c'est la tunique de Yosef dans le sang. La deuxième, c'est Ézob. C'est une petite herbe que l'on trempait dans le sang du Corban Pessah. C'est noté dans la Torah d'ailleurs. Hein. À quoi cela correspond aujourd'hui? Je ne sais pas si on a réussi à trouver cette herbe-là. En tout cas, elle s'appelle le Ézob dans la Torah. Et le peuple d'Israël a été obligé de la tremper dans le sang du Corban Pessah au moment de le sacrifier. C'est à cela que j'ai fait référence dans le deuxième acte de trempage qui s'est passé plus tôt dans l'histoire. Ok, merci beaucoup. Plaisir. Une autre question peut-être? Oui, si on fait, si vous, vraiment bonsoir, est-ce que vous faites un sioum demain matin? Bezrat Hashem, demain matin retransmis en direct à 8h, Bezrat Hashem, par le même canal ici. Bezrat Hashem. Hazak, une autre question peut-être? Oui, bonjour Rav. Moi j'ai une question, mais il n'y a pas forcément de lien. C'est pour savoir, c'est un peu plus technique. C'est que l'année dernière, compte tenu des conditions sanitaires, on
on avait eu les autorisations pour ne pas tremper la vaisselle avec la vente. Cette année, on doit rattraper le coup, on doit tremper toute la nouvelle vaisselle qu'on a achetée. Donc la question, c'est est-ce que le mikvé d'Alfortville va être ouvert? Question technique, Bezrat Hachem. Alors, je ne l'ai pas contrôlé personnellement dans les jours passés, mais selon mes informations, il est censé être ouvert et disponible, cachère. Reste Tous les à jours. trouver un créneau. Bah oui, il faut juste demander un créneau et qu'on puisse venir vous ouvrir ou que quelqu'un puisse venir vous ouvrir. Mais oui, c'est D'accord, bon. il faut se prévenir. Ok, il faut prévenir avant. Top. Ok, merci. Razak les amis, Kol hakavod lachem. Baruch Hashem, on a passé un très bon moment ensemble. J'espère que cela nous aidera à vivre un CDR de Pessah 5781, CDR 1 et CDR 2, puisqu'on est en dehors d'Eretz Israël, dans des conditions différentes des années passées, et qu'Akadosh Baruch Hu, par le mérite de ce limou, de cette étude-là, de ces études-là, de ces 3 sessions que l'on a partagées ensemble depuis 3 semaines, puisse enfin nous envoyer la délivrance finale. Bekarov, Baruch Adonai Amen. Olam. Amen, ve Amen. Kacher, Pessar, Besamer. À tout. Car Kacher, ve Samer, les Koulam. À tout le monde. Kacher, ve Samer. David Bekarov. Amen. Bessar, Merci, Kacher, Rav ve Germain. Samer. Et tu veux dire coucou à Rav Germain? Vas-y, dis coucou à Rav Germain.